Bonjour les gars et les filles. On commence. Bonjour, monsieur Perry. Merci, c'est bien gentil. Alors, aujourd'hui, on commence un nouveau module, on l'a introduit tantôt, la Grèce antique. Comme je vous ai dit, il nous a laissé un énorme héritage. En particulier, on explorera la démocratie. Cette ancienne forme de démocratie qui a inspiré notre démocratie d'aujourd'hui. Alors, on va parler des origines, en particulier aujourd'hui. En arrière de moi, vous voyez une carte à laquelle je vais me référer plusieurs fois pendant le cours aujourd'hui. Alors que les origines, on va dire que les premiers habitants sédentaires de ce qui est la Grèce, cette péninsule qui se trouve au milieu de la Méditerranée, d'accord, ça remonte à 3000 avant Jésus-Christ. Il y a eu les premiers gens qui se sont installés là. Et ils venaient de l'Asie mineure, d'accord, ce qu'aujourd'hui nous appelons la Turquie. Sauf à l'époque, il n'y avait pas de Turcs, donc dans toute l'Antiquité, il faut l'appeler l'Asie mineure, d'accord. Et c'était des agriculteurs qui étaient en surpopulation, d'accord. L'agriculture donne plus de nourriture, donc les gens vivent plus longtemps, augmentent la population. À un moment donné, il arrive une année de crise alimentaire, une année de disette, et se rend compte que les terres ne sont pas suffisantes. Alors, qu'est-ce que les gens font? Montent sur les bateaux et vont chercher d'autres terres où pratiquer l'agriculture. Donc, il y a eu plusieurs vagues de gens qui sont arrivés en Grèce de cette façon, tout autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ. D'accord? Et on peut dire que c'est autour de l'année 1000 avant Jésus-Christ que la Grèce est devenue une civilisation. Donc le processus, c'est une ancienne civilisation, mais le processus des premiers sédentaires qui deviennent une civilisation était beaucoup plus court qu'en Mésopotamie. En Mésopotamie, depuis qu'ils ont commencé à pratiquer l'agriculture pour avoir la civilisation sumérienne, sont passés 5000 ans. Ici, c'est passé beaucoup moins de temps, un millénaire. Pourquoi cette différence? Oui. Est-ce que vous avez déjà pu apprendre des Sumériens? Exact, parce qu'ils ne sont pas partis de zéro. D'accord? Ils avaient déjà des réalités sociales, ils avaient déjà développé l'écriture, les mathématiques, ils faisaient déjà un commerce, il y avait un système de monnaie, donc ils ne sont pas partis de zéro. Très bien, ceci à propos des origines. Le milieu naturel ou un aspect géographique, d'accord? Ok, et la Grèce, cette péninsule est faite de grandes montagnes, beaucoup de chaînes de montagnes et des volcans aussi. Les tremblements de terre ne sont pas rares encore aujourd'hui. Dans l'Antiquité, étaient encore plus fréquents, d'accord? Et entre une montagne et l'autre, entre une chaîne de montagnes et l'autre, il y a des vallées. Et ces vallées-là sont très fertiles, on produit énormément de nourriture, d'accord? Sauf que le milieu naturel, le milieu physique de la Grèce a beaucoup influencé le développement de cette civilisation. Pourquoi? Parce que les communications étaient difficiles sur Terre. Il n'y avait pas les routes qu'on a aujourd'hui, les voitures, les camions, mais même par les autres voies de communication qui étaient les fleuves et certaines terres, d'accord, pleines, ici en Grèce ne fonctionne pas. On peut aller d'une ville à l'autre, mais il faut monter sur la montagne, arriver jusqu'au pass et puis redescendre. Donc les communications sur Terre sont assez difficiles. Et ceci a caractérisé, disons, le développement de la Grèce. Prochain mot-clé. Des questions là-dessus? Léo? Et quand ils ont commencé à venir en Grèce, non, origine, j'ai pas entendu la date. On commençait au 3e millénaire avant Jésus-Christ, d'accord, et jusqu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Oui. Est-ce que les vallées étaient fertiles comme la fleuve du Nil?
Et disons qu'ils n'avaient pas de fertilisation naturelle autant aussi abondante comme dans les foyers de sédentarisation, mais on pouvait pratiquer l'agriculture. Et puis d'autres ressources que, comme on verra, ça va être l'élevage, la pêche. D'accord? Oui. Vous avez dit que les voies de communication sont difficiles, donc ça va favoriser le développement. Vous avez dit que les voies de communication... Oui? Mais c'est la dernière partie de la phrase, je n'ai pas compris. Ah, vous avez dit que les voies de communication étaient difficiles, donc ça a favorisé quoi? Je vais vous le dire. La réponse, c'est dans ce mot concret. Alors, que ce qui va favoriser, ce sont, je vais vous le dire tout de suite, des villes indépendantes. D'accord? Il n'y aura pas une Grèce unie, comme c'était le pays des Sumères, comme c'était l'Égypte, par exemple, d'accord, soumis à une seule autorité, comme c'était Babylone, mais chaque ville était indépendante. D'accord? Et il y a la ville, et puis le territoire autour, la campagne autour, et puis c'est indépendant. En effet, si vous regardez la carte qui est en arrière de moi, vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs. Et chaque couleur, ça représente un ancien État à l'intérieur de ce monde culturel qui était la Grèce. Laisse-moi finir, tu vas voir. Voilà. Polis. Alors ici, j'ai mis un accent parce que j'aimerais qu'on le prononce à la grecque. Polis. D'accord? Pour ne pas confondre avec la police qui donne des contraventions. Hein? Nous comprenons, qui fait l'ordre, qui garde l'ordre public. Or, polis, c'est le mot grec pour définir ville. Et nous, souvent, dans notre cours, on va les appeler polis, les polices, ou les, excusez-moi, je ne francise pas, je garde le nom polis, ou au pluriel poleis, d'accord? Pourquoi on les appelait polis? Tout à fait pour cette caractéristique. Ce sont des États-cités, d'accord? Des États-cités. Chaque ville est indépendante par rapport aux autres, ok? Ce sont tous des mini-États dans la Grèce ancienne. Attention qu'un jour, je vais vous poser à quelqu'un ici à l'avant, je vais vous poser une question piège. Nomme-moi le plus grand roi de la Grèce antique. Pourquoi ça sera une question piège? Exogène? Parce qu'il n'y avait pas un roi de la Grèce ancienne, au moins jusqu'à la conquête de la Macédoine, d'accord? Alors là, ça sera un roi étranger, d'accord? Même s'il y avait des rois grecs, ok? Sparte avait un roi, même deux rois. Hein? C'était une hiérarchie, une monarchie avec deux rois, une hiérarchie. Il y avait des rois, certaines villes avaient la monarchie, mais le roi de la ville, pas de l'ancienne de la Grèce. Or, une autre caractéristique de ces villes, de cités-États indépendantes, c'est que souvent elles sont en conflit, en guerre les unes les autres. Il y a des hostilités, normalement avec les villes entourantes, les villes les plus voisines. Ça fait en sorte que la Grèce ancienne, certains historiens ont défini comme un échiquier. Hein? Vous avez l'échiquier pour jouer aux dames, jouer aux échecs. Il y a une case blanche entourée de cases noires. Après la case noire, il y a une autre case blanche. C'est-à-dire que les villes étaient souvent en guerre avec toutes les villes voisines, mais celles qui étaient voisines de ma ville voisine, qui étaient au-delà, ceux-là étaient nos amis, parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Comprenez-vous? Souvent, c'était, je généralise un peu, mais ça nous donne une idée, d'accord? Et il y avait des guerres ou des guérillas qui duraient des dizaines d'années, qui s'éternisaient, d'accord? Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que malgré toutes ces hostilités, les Grecs savaient qu'il y avait quelque chose qui les unissait, d'accord? Que c'était la langue, que c'était la culture, que c'était l'alphabet, que c'était la religion et que c'était aussi la participation aux Olympiades, dont on parlera dans quelques jours. Or, parmi ces villes grecques, je vous en nomme 4 que je voudrais que vous reteniez. Une, c'est très facile, c'est actuellement la capitale de la Grèce, mais est encore plus resplendissante pour son passé. Une, c'est la ville d'Athènes. D'accord? La ville d'Athènes, qui, comme vous voyez ici dans la carte, se trouve dans une région qui s'appelle l'Attique. D'accord? Cette partie-ci, Athènes, est ici.
on en parlera. On fera 2 chapitres sur Athènes, surtout Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes, on peut dire que c'était la ville protagoniste de la Grèce ancienne, où il y avait plus de culture, plus d'art, plus de commerce, d'accord, c'est la ville qui a inventé la démocratie, où il y avait plus de philosophes. Mais Athènes avait une ville antagoniste, une ville qui voulait prendre sa place principale, qui s'opposait. Quelqu'un l'a déjà nommé, c'était la ville de Sparte. Très différente. On fera tout un chapitre sur Sparte. D'accord? Pour le moment, je vais vous dire, Sparte était comme une grande caserne, une ville militaire, tout tourné autour de l'armée. Puis, une autre ville qu'il faut citer, c'est la ville d'Olympie. Olympie est une ville secondaire, se trouve ici dans le Péloponnèse. Voyez-vous, Sparte se trouve ici, Olympie se trouve ici. Vous voyez, la Grèce, c'est une péninsule dans la mer Méditerranée, et au sud, il y a une péninsule de la péninsule, une presqu'île. C'est rattaché avec le reste du continent avec une langue de terre ici. Cette partie au sud, c'est le Péloponnèse. Le Péloponnèse, il y a Sparte et Olympie. La 4e ville que je vous demanderai de retenir est la ville de Corinthe, je vais l'écrire tantôt au tableau, qui se trouve ici, sur cette langue de terre, sur l'isthme. Corinthe est une grande ville commerciale, d'accord, par terre, mais surtout par bateau, parce que les bateaux pouvaient arriver jusqu'ici et là s'arrêter, ou de l'autre côté, on pouvait transporter marchandises. Corinthe se trouve dans un carrefour commercial. C'est une des villes commerciales les plus développées. On va écrire le nom ici, Corinthe. Question, jusqu'ici. On a fait le mot-clé de la police. Oui. C'est où, toi? Quoi? C'est une bonne question. On va voir si c'est sur la carte. Oui. Ilion, enseignement 3. Donc, tu vois, tu pourrais dire qu'il se trouve où, hein? Aujourd'hui, c'est quoi ça? C'est quel pays? Non, c'est pas écrit là. C'est la Turquie. La Grèce de l'Antiquité était plus grande de ce que c'est l'État grec moderne d'aujourd'hui. D'accord? La Grèce de l'Antiquité, c'est tous les endroits coloriés ici. D'accord? Ok. Oui. Les amis. C'est quoi les caractéristiques de l'Olympique? Les caractéristiques des villes. Olympie parce qu'il y avait les Olympiades. Parce qu'une fois par 4 années, c'était là que les représentants de toutes les villes allaient pour participer à ces compétitions. Oui, c'est l'idée principale. Baron. Sparte est l'antagoniste. D'accord? On peut définir que c'est l'antagoniste. Leandro. Qu'est-ce qui a uni les villes? Pardon? Vous avez dit que la langue, la culture et l'alphabet a uni les villes. C'est quoi? Je vais revenir sur ce thème tantôt. D'accord? Je vais revenir sur ce thème. Cyrine. Les caractéristiques ville commerciale, carrefour commercial. Vraiment pour sa position géographique. Samy. Et aussi, c'était laquelle la ville la plus puissante? Athènes. Athènes. Et ensuite, c'était Sparte? Oui. À un moment donné, il y aura une guerre, Sparte gagnera sur Athènes, mais ça ne durera pas longtemps. La domination, l'influence spartiate sur Athènes. Les climats. Les climats aussi a beaucoup développé les développements, disons, de l'organisation de la Grèce ancienne. Le climat en Grèce, c'est encore des hivers doux et humides, donc rien avec comparable avec les rigueurs de l'hiver qu'on a nous, de la glace. C'est rarissime de voir la neige, peut-être dans les hautes montagnes, mais dans les vallées, c'est rarissime de voir la neige, par exemple. Par contre, les étés sont chauds et secs. Au point que l'été est plutôt, la saison morte est plutôt l'été que l'hiver. Or, ces facteurs climatiques ont fait en sorte que les gens,
les hommes surtout, passent la plupart de leur temps dehors, pas à la maison. D'accord? Ils vont à la maison à un moment donné de la journée pour le repas, pour se coucher, mais la plupart du temps, ils restent dehors, les hommes. Les femmes, ça dépend des villes. D'accord? Et donc, ce facteur, conjointement à l'autre facteur qu'ils ne travaillaient pas, travaillaient très peu, surtout les Athéniens, on va voir plus tard, on va découvrir pourquoi ils ne travaillaient pas beaucoup. D'accord? Ça a beaucoup favorisé la vie publique. Les gens sortent, d'accord, et ils vont faire leur emplette, leur épicerie de tous les jours, mais avant d'acheter quelque chose, ils rencontrent leurs amis, ils parlent, discutent, et souvent la question, ce sont les décisions politiques. Quoi faire? Et ceci a beaucoup favorisé la vie publique. Certains lieux publics importants pour les Grecs, que ces gens-là fréquentaient, ce sont l'agora. Les villes ont normalement l'agora, que c'est la place où il y a le marché, et tout autour, il y a les édifices publics. D'accord, il y a les tribunaux, il y a les endroits où on gouverne, on décide, l'agora. Puis il y a le gymnase. Comme vous savez, gymnase, c'est un mot grec. D'accord? Vous savez, dans notre alphabet, il y a une lettre que nous appelons grec. Quelle est la lettre que nous avons, mettons là, oui, Y. Souvent, pas 100%, mais souvent quand un mot a une Y, ça veut dire que ce mot-là est d'origine grecque, qui est arrivé à nous à travers le latin. D'accord? Il n'est pas arrivé à nous directement par le grec. D'accord? Et puis, d'accord, qui pratiquaient beaucoup d'entraînement physique, non pas vraiment dans une mentalité de santé physique comme le sport que nous faisons aujourd'hui. S'entraîner, c'était se préparer à la guerre. Parce que les Grecs étaient des guerriers. S'ils n'étaient pas à 100% de l'armée, ils étaient toujours prêts à reprendre les armes pour aller lutter pour leur ville. Donc il fallait s'entraîner tout le temps. Il fallait toujours garder la forme. Question. Oui, Leandro. Si les hommes ils sortent la plupart du temps, les femmes ils font quoi? Les femmes souvent restent à la maison pour faire le filage et le tissage. C'est leur activité principale. Mais on en reparlera plus tard. Puis ça dépend des villes aussi. Les communications. Alors que nous avons dit que les communications sont difficiles sur Terre à cause des montagnes. Et alors que toutes ces communications-là se font par bateau. D'accord? Les Grecs font une sorte de navigation que nous appelons par cabotage. C'est-à-dire que c'est une navigation, souvent, il y avait aussi des bateaux de l'armée, de la flotte militaire, mais la plupart des bateaux, ce sont des bateaux commerciaux. Les Grecs font énormément du commerce par bateau. Et les marchandises qui s'échangent, les plus fréquentes, ce sont le blé, l'huile d'olive et des tissus à laine. La laine, leurs grandes ressources, le blé, l'huile d'olive, la laine, d'accord, avec d'autres villes grecques qui se trouvent ailleurs, beaucoup. Or que, vous savez, je vous l'ai déjà dit, dans l'Antiquité, les communications, pas seulement des marchandises, mais des idées, des nouvelles technologies, les déplacements des gens d'une ville à l'autre, ça se fait toujours à travers le commerce, à travers les marchands, d'accord? Et donc, cette communication, cette navigation par cabotage commercial, une navigation qui ne s'éloigne jamais de la côte, qui garde toujours la côte comme un point de repère, est celle qui a fait la Grèce, d'accord? Les Grecs, nous avons dit, politiquement, sont tous séparés et hostiles les uns des autres. Mais malgré ceci, ils ont certains éléments communs qui leur donnent une identité des helléniques, qui ça veut dire grec, c'est l'autre mot, d'accord? Hellénique, grec. Je vous donne un exemple. Si je vous dis les latinos, est-ce qu'il y en a ici quelqu'un d'origine latino? Leandro, ta famille vient de quel pays, non? Oui, Sara, de quel pays vient ta famille? Colombia.
Colombia, d'accord? Mais est-ce qu'un Mexicain, c'est un latino? Non. Comment ça, non? On définit latino, sont issus de la colonisation espagnole et parlent l'espagnol. Est-ce qu'un Argentin, c'est un latino? Oui, d'accord. Est-ce quelqu'un qui vient de l'Honduras, del Nicaragua, d'accord, de Venezuela, de Paraguay, d'Uruguay, de Chili, de Pérou, d'accord, de tous ces pays-là, d'accord, ils sentent d'avoir une histoire commune, une langue commune, d'accord, mais ce sont des pays indépendants, d'accord. La Grèce ancienne, c'était un peu la même chose. Ils étaient helléniques, mais indépendants. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Bien sûr, la langue. Attention, ils ne parlaient pas tous une langue codifiée, mais ils se comprenaient. D'accord? C'était des dialectes, mais ils se comprenaient. Vous pouvez aller d'un côté à l'autre. Vous pouvez aller par exemple, du Péloponnèse jusqu'à la Ionie, d'accord? Peut-être utiliser des expressions différentes, des mots différents, mais ils se comprenaient. Puis ils avaient comme caractéristique commune, d'accord, je l'ai déjà dit, mais je répète, la religion, ce qu'aujourd'hui nous appelons la mythologie gréco-romaine. Et ils avaient aussi une certaine culture, les grands savants voyageaient, d'accord, ils amenaient leurs idées. Et ils avaient une technologie commune. Et ils avaient une architecture commune qu'on étudiera un des prochains cours. Mais surtout, ce qui donnait la certification qu'une ville appartenait au monde hellénique, c'était que cette ville-là envoyait des participants où? Aux Olympiades. Là, c'était la reconnaissance de ce monde. D'accord? Donc, voilà les Grecs et la communication entre les Grecs. Samy, tu as une question? Les agora, c'est un marché? Oui, la place du marché. Les barbares, ceux qui n'étaient pas grecs, les autres étaient barbares. Les Grecs ont inventé ce mot. Ils l'ont inventé comme une sorte de moquerie. D'accord? On va voir pourquoi. Parce que les peuples qui étaient en dehors de leur civilisation, ils les méprisaient. Les autres avaient un concept autre d'eux-mêmes. Ils savaient qu'ils avaient une culture particulière, d'accord, d'avoir certaines façons pour gérer la politique qui était très élaborée, avoir développé un style d'art. D'accord, que ceux qui étaient en dehors, on les appelait barbares. Pourquoi on les appelait barbares? Parce qu'ils parlaient une langue qui pour les autres était incompréhensible. Dans les villes grecques, c'était des langues, comment dire, compréhensibles, non? L'autre, on ne comprenait rien. Alors, ils disaient, aux autres qui sont au nord, ce peuple semi-nomade, quand ils parlent, ils font bar, 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 bar. D'une façon un peu moqueuse, d'accord? Et alors, c'est resté le nom, barbare, d'accord? Donc, les barbares, c'est le monde non civilisé, le monde qui est en dehors de la culture grecque, de cet univers culturel. Ce mot-là aura énormément de succès. Vous savez, plus tard, les Grecs colonisent culturellement Rome, au point qu'on parlera, aujourd'hui, on parle de la civilisation gréco-romaine, parce que les Romains ont fait comme les Babyloniens, développé tout ce que les Sumériens avaient inventé. C'est un processus très similaire, non? Et les Romains aussi, tous ceux qui étaient en dehors de l'Empire, qu'ils les appelaient les barbares. Et les Romains, pendant toute leur histoire, ont eu de fil à tordre à cause des barbares. Ils les chassaient, ils les repoussaient. Mais à la fin, qui va gagner? Les barbares. Mais ici, c'est une autre histoire dont on parlera. Prochain mot-clé, avant-dernier, la colonisation. Si vous regardez la carte ici en arrière, que peut-être certains ont déjà remarqué que c'est écrit Grande Grèce à un endroit qu'aujourd'hui n'est pas du tout la Grèce. C'est vrai? C'est quel pays, là, sur la carte, c'est écrit Grande Grèce? Iveta. C'est l'Italie. D'accord? Ok. Pourquoi c'est écrit Grande Grèce en correspondance à l'Italie? Anthony? Non, on va vous dire. Parce que, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, marquez-le, 8e siècle avant Jésus-Christ,
les Grecs deviennent trop nombreux dans leur péninsule. Aux autres aussi subissent le phénomène de la surpopulation, du manque de terres à cultiver, comme leurs ancêtres avaient subi le même processus en Asie mineure. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils montent sur des bateaux et vont se chercher des terres où pratiquer l'agriculture. D'accord? Des communautés de 20, 30, 50, 100 personnes montent sur des bateaux et ils explorent et s'installent. Et là, quand ils arrivent, ils voient que ce n'était pas comme aujourd'hui que toutes les terres sont occupées, d'accord, qu'il y a du monde, ça appartient au pays. À l'époque, c'était des terres qui n'appartenaient à personne. Peut-être il y avait des nomades qui passaient par là, mais ils s'établissaient là pas. Alors que ces gens arrivent, ils coupent les arbres, ils arrachent les racines, ils enlèvent les pierres, ils clôturent, ils creusent des puits, et là, ils s'installent. Ils s'installent avec leurs fermes, avec leurs villages. Et ce sont des colonies. Donc, les Grecs, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, tout autour de la Méditerranée et de la mer Noire, celle qui se trouve ici au nord de l'Asie mineure, la mer Noire, d'accord, tout autour de la colonie fondent des villes, d'accord, souvent ces villes sont très éloignées des autres. Cette concentration des villes grecques est surtout dans le sud de l'Italie, d'accord. Donc la Grande Grèce, Magna Grecia, c'était en latin, la Grande Grèce, c'est un ensemble de colonies grecques concentrées dans le sud de l'Italie, comme représenté ici dans la carte. Là, je vous donne un exemple. Ici, dans la carte, si vous voyez, non, c'est une autre carte. Attendez. Non, carte que je devais avoir ici. Bon, je ne l'ai pas préparé, désolé. Mais ici, d'accord, dans cette péninsule au sud de l'Italie qui s'appelle Salente, il y a une ville qui s'appelle Callipolis. Aujourd'hui, en italien, on dit Gallipoli, mais l'origine en grec, c'était Callipolis. Qu'est-ce que ça veut dire? Polis, ça veut dire ville. Est-ce que vous connaissez d'autres mots qui commencent par Cali? Oui. Belle ville. Quel autre mot vous connaissez en français qui dérive du latin, du grec? Oui, Lucas. Calligraphie. Calligraphie, ça veut dire belle écriture. D'accord? En origine. Puis, dans le sud de l'Italie, les Grecs ont fondé aussi une ville qui s'appelait Néapolis. Néapolis. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Sogine. Nouvelle ville, comme néolithique. Non, Néapolis, ça veut dire nouvelle ville. Encore aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, il y a plein de villes qui s'appellent Newtown. Pourquoi elle s'appelle Newtown? Parce qu'au moment qu'ils l'ont fondée, ils ne savaient pas comment l'appeler, comment ils l'ont appelée. Nouvelle ville. Les Grecs faisaient la même chose. En français, c'est Villeneuve. Villanueva, d'accord? Villanueva. Non, Newtown, ok. C'est la même chose. Cette ville-là, aujourd'hui, s'appelle Naples, en français. Napoli, en italien. Et je vous donne une autre ville dans la Grande Grèce qui s'appelle Galatina. Alors que Tina, je vais vous le dire, c'est un peu difficile à voir, la racine, mais c'est Athéna, la déesse Athéna. Ça veut dire que ceux qui ont fondé ce village avaient une adoration, une vénération particulière pour cette déesse. Probablement, elle venait d'Athènes ou de la région d'Athènes, où Athéna, c'était la grande divinité. Gala, c'est... Est-ce que vous trouvez d'autres mots en français qui commencent par gala? Galaxie, exactement. On pourrait dire aussi galactose. Est-ce que vous savez c'est quoi le galactose? C'est le sucre du lait. Galaxie, ça s'appelle comme ça, parce que si vous explorez une galaxie au télescope, vous allez voir que le ciel qui est noir, à un moment donné, devient blanc, comme le lait. Donc, Gala, ça veut dire lait. Alors, ça veut dire que ce village-là avait été... c'était un endroit
où on vénérait la déesse Athéna, mais on produisait beaucoup de lait. Et ce village-là, pour moi, est particulièrement cher parce que c'est le village où je suis né. Comme vous voyez, j'ai mis un point là dans la carte au milieu du Salente. D'accord, que Galatine. Donc moi, je viens d'un village qui, dans ses origines, avait été fondé par des Grecs. Dans ses origines. D'accord. Dernier mot-clé. Si vous avez des questions, vous venez à la fin me les poser parce qu'il nous reste 5 minutes. L'héritage. Ici, on va dire quels sont les éléments d'héritage que les Grecs ont transmis jusqu'à notre société d'aujourd'hui. Alors, je vais en dire un, si vous êtes capable, vous m'en dites d'autres. L'art, un héritage artistique. Est-ce que quelqu'un, les arts, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà en tête une statue grecque? Oui. D'accord, on en verra. D'accord. Un autre héritage, un autre élément d'héritage. Samy. Alors, on va dire que dans les sports les plus classiques des Jeux olympiques aujourd'hui, ce sont les mêmes. La course, la lutte, le javelot, encore une autre. Peu moins, je dirais. Léo. L'alphabet, d'accord. Notre alphabet, ce n'est pas l'alphabet grec, mais le mot alphabet, ça vient de alpha et bêta. Qu'est-ce que je fais ici? Bon, alphabet. Alpha, bêta, ils sont... Et encore aujourd'hui, comment on les appelle, toutes ces variantes qui nous hantent, qui nous harcèlent, qui nous laissent pas libres? La dernière variante, comment ils l'ont appelée? Qui le sait? Iveta. Comment appeler la dernière? Oui. Delta. Delta, c'est une lettre grecque, mais la nouvelle? Omicron. Qu'est-ce que c'est Omicron? C'est une lettre. C'est la lettre O dans l'alphabet grec. Donc, comme vous voyez, on utilise encore. Et d'autres, je vais les dire ici, la philosophie, et ça veut dire que la pensée, le savoir découvert par la pensée. Regardez, en philosophie, en français, on l'écrit avec PH et pas avec F. Mais c'est le même son. Pourquoi? Samy, pourquoi? Léo, pourquoi? C'est des homophones, mais est-ce qu'ils ont aussi l'héritage des mathématiques? Oui, on va dire, mais pourquoi en philosophie on l'écrit avec PH? Parce que philo, ça veut dire, je pense, M, c'est ce que tu aimes. Oui, aimer, être ami d'eux. Mais pourquoi avec PH? Pourquoi éléphant on l'écrit avec PH? Mais affaire qu'on l'écrit avec F. Luca? Je pense que PH est la lettre grecque. Donc, c'est le mot d'origine grecque, on l'écrit avec PH. Voilà, tout simplement parce que c'est Alma. Il y a les mathématiques aussi. Oui, on va dire les mathématiques. D'accord, les mathématiques, le théorème de les angles, là, les Pythagore. Hein? C'est ici les H. Hein? Moi, je suis un Italien, dans ma langue, il n'y a pas de H, donc pour moi, les H sont toujours un grand mystère. L'architecture et, ne l'oublions pas, le théâtre. Mais c'est un art, le théâtre. Oui, mais... C'est TH. Oui, voilà. Puis quand on écrit, on en parle, et le théâtre. D'accord?